Un paradoxe de plus. Le moins que l'on puisse dire, c'est que depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, on a toujours fait plus de la même chose. On a eu du mal à faire du think different, think out of the box. Enfin bref, à savoir ce qu'on pourrait, ce qu'on devrait faire de différent. C'est l'évidence, pourtant nos crises actuelles le commandent, il faut penser différemment. La recherche en gestion, elle, sous l'autorité de plusieurs, cherche depuis 20, 30, 40 ans précisément à penser différemment. La Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises a organisé des états généraux du management dont le professeur Alain-Charles Martinet, professeur émérite à l'Université de Lyon, a été l'un des coordinateurs. Le coordinateur. Cela a donné lieu à un ouvrage, Management et société, mutation et rupture. Il a publié très récemment avec Yvon Péqueux, aux éditions Vuber, l'ouvrage Épistémologie des sciences de gestion. Alain-Charles Martinet, bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation à nous entretenir de questions a priori difficiles d'accès et pourtant ô combien importantes et concrètes, à savoir le besoin d'épistémologie aujourd'hui dans nos sociétés. Jean-Philippe Denis, bonjour. Besoin d'épistémologie, le mot épistémologie est un grand mot qui fait peur, mais au fond qui se ramène à une question tout à fait simple. Que valent les connaissances que l'on prétend produire et diffuser si l'on est chercheur et naturellement enseignant? Alors, cette épistémologie, je l'ai toujours prise au sens de Piaget, c'est-à-dire non pas comme un philosophe des sciences en culotte courte, que je ne suis pas, mais comme un chercheur en stratégie qui essaye, chemin faisant, de décrypter, de décoder, de prendre conscience et d'expliciter le sens de ce qu'il fabrique, le sens de ce qu'il propose, et en ce sens, d'un certain point de vue... Et d'en mesurer les effets aussi. Et d'en mesurer les effets sur les entreprises, les individus auxquels on propose un certain nombre de résultats, un certain nombre de connaissances, un certain nombre de concepts ou d'outils. Donc c'est quelque chose au fond d'assez simple, que les anglo-saxons traitent par le mépris, du moins dans nos domaines de la recherche en management, tout simplement parce que pour eux, c'est ce que j'appelle le primat de la méthode. C'est-à-dire, il suffit d'appliquer un certain nombre de méthodes ou de techniques de traitement des données pour faire science. Le reste, j'allais dire, on s'en fiche. On trouve quelque chose et ça dispense de réfléchir du sens de cette chose qu'on a trouvée. Ça dispense de réfléchir sur ce que Piaget appelait les connaissances valables. Valables de quel point de vue, pour qui, pour faire quoi, etc., etc. Et c'est donc ce travail que j'ai toujours essayé d'accomplir chemin faisant, c'est-à-dire au sein même de mon activité de chercheur en stratégie, qui me fait doter d'une certaine étiquette supplémentaire, si je peux dire, d'épistémologue. Mais c'est quelque chose que je revendique absolument pas en tant qu'étiquette. Alors très clairement, enfin, pour ceux qui vous connaissent, savent que 1990, Épistémologie des sciences de gestion, c'est l'ouvrage coordonné par Martinet qui a été extrêmement influent pour les chercheurs en gestion. La FNES, je l'ai évoqué tout à l'heure, a organisé des états généraux du management. A-t-on progressé? Les idées ont-elles progressé? On sent bien que les sociétés aujourd'hui sont des sociétés managériales. Le management est partout. Ça pose d'autant plus la question épistémologique que vous soulevez. Que créent les chercheurs en gestion? Quel type de connaissances? Avec quels effets? On sait qu'il y a parfois des drames sociaux, par exemple. Voilà. Quel regard portez-vous sur cette question épistémologique et la manière dont elle a percolé dans les pratiques? Je crois que la question épistémologique, effectivement, n'a jamais été aussi brûlante du fait de ce que vous appelez, ou ce qu'on appelle collectivement, la managérialisation des sociétés. Des sociétés au sens entreprise, naturellement, mais plus généralement des sociétés dans lesquelles nous vivons. Et la managérialisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire, grosso modo, fondamentalement, une procéduralisation, c'est-à-dire tout devient procédure. Par exemple, les procédures de gestion de la qualité. Au fond, peu importe ce que vous faites, pourvu que vous respectiez un certain nombre d'étapes, un certain nombre de critères, un certain nombre de procédures. Il en va de même pour la plupart des normes ISO, etc. On parle des bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, c'est le respect d'un certain nombre de procédures. Et au fond, progressivement, on accepte cette idée que les moyens déterminent les fins, que les procédures déterminent la substance. Et ceci engendre un risque fondamental que notre collègue Philippe Baumard appelle de vide stratégique.
de vide politico-stratégique, c'est-à-dire qu'au fond, plus personne ne réfléchit vraiment aux buts, aux objectifs et aux finalités, et tout le monde accepte la détermination par les instruments, les outils, les moyens, etc., etc. Et les outils, les instruments, les moyens sont profondément des outils, des moyens gestionnaires ou managériaux. Donc il me semble que jamais autant qu'aujourd'hui, tout un chacun, mais en particulier les chercheurs en gestion, dont c'est le métier, se doivent, j'allais dire, c'est presque pour moi une question de compétence fondamentale, se doivent d'être conscients et aussi clairs que possible sur le sens de ce qu'ils fabriquent, d'où cette réflexion épistémologique qui me semble absolument indispensable. Au risque sinon d'être soit dans un monde un peu kafkaïen, c'est-à-dire qu'on se cogne dans des procédures partout et plus personne n'est responsable de rien, accountable, pour reprendre, le dernier numéro de la Revue française de gestion, ou alors, à l'inverse, un monde à la Hannah Arendt, c'est-à-dire un monde où, justement, c'est la procédure qui dit que, donc on peut imaginer le pire. Voilà, exactement. On est aux portes, à cet égard, de ce que certains appellent un monde totalitaire, c'est-à-dire un monde, effectivement, sur lequel les différents acteurs regrettent de ne pas avoir prise, y compris, et c'est paradoxal, les dirigeants. Absolument. Combien de fois on entend des dirigeants dire « j'aimerais bien, mais je ne peux pas parce que les marchés financiers, parce que ceci, parce que cela, etc. » C'est-à-dire un ensemble un peu obscur de techniques, de méthodes, d'algorithmes. On sait les algorithmes sur les marchés financiers. Et donc, il me semble qu'à partir de là, le chercheur en gestion n'a que deux solutions. Ou bien il fait ce que font, il faut bien le reconnaître, la grande majorité des chercheurs de type anglo-saxon, c'est-à-dire il se réfugie dans ce qu'on appelle un positivisme neutre et de bonne aloi, qui conduit tout naturellement à l'académisme. C'est-à-dire, je suis chercheur, donc mon travail c'est de décrire le monde et de l'expliquer tel qu'il est. Et je me mets en position externe. Pas plonger dedans. Voilà. Ou bien il considère que son activité est, comme disait Bourdieu, un sport de combat. C'est-à-dire qu'effectivement, soyons sérieux, si on est astrophysicien, on peut se contenter de décrypter la mélodie secrète. Quand on est chercheur en management, je veux bien parler de mélodie secrète, mais en réalité, il y a un impératif, c'est aider les gens à vivre mieux. Et je crois que ça suffit comme objectif d'une vie professionnelle que d'essayer très modestement de produire un certain nombre de connaissances pour aider les gens à vivre un peu mieux. Ce qui, si je ne m'abuse, était précisément la raison pour laquelle Bourdieu définissait la sociologie comme un sport de combat. Vous proposez une sorte d'épistémologie de combat, on l'a bien compris, et typiquement, ça vous amène à des travaux de recherche extrêmement originaux. Vous vous intéressez aux questions liées aux situations des plus démunis, et vous intéressez aussi des choses comme les stratégies bas de pyramide, par exemple. Oui, bien sûr, parce que j'avais été en partie formé par un grand maître économiste humaniste qui était François Pérou, et je me souviens très bien, un jour, je lui avais demandé « Pourquoi est-ce que vous êtes devenu économiste ?» Et il m'avait répondu « Parce que des hommes ont faim ». Et cette réponse m'avait paru tout à fait essentielle. Je pense que beaucoup d'économistes aujourd'hui sont très loin de cette conception de leur science. Personnellement, j'ai toujours pensé que des hommes avaient faim. J'ai toujours pensé, deuxièmement, qu'il fallait ménager ou aménager l'environnement et ne pas l'exploiter. D'où des travaux très anciens chez moi sur ce qu'on appelle les externalités, c'est-à-dire les entreprises produisent des pollutions, des dommages, etc. Et ceci est problématique. Des travaux très anciens sur ce que François Pérou appelait le plein développement de la ressource humaine, ce qui veut dire effectivement ne pas épuiser les hommes qu'on emploie dans les organisations, ne pas les épuiser en tant que consommateurs, d'hyper-consommateurs totalement compulsifs. Ne pas donner la primauté qu'aux facteurs, quoi. Penser aux acteurs. Ne pas les transformer, ne pas nous transformer tous, n'est-ce pas, en facteurs, mais respecter un peu notre condition d'acteurs. Absolument. Ce qui revient à la formule du prix Nobel Amartya Sen, à savoir ne soyons pas des idiots rationnels. Voilà, il faut réfléchir aux capabilities, aux capacités, y compris des plus démunis. Je crois qu'Amartya Sen est en totale correspondance avec François Pérou à cet égard. Le plein développement de la ressource humaine, c'est essayer de faire en sorte que les immenses capacités de tout un chacun puissent s'exprimer un peu plus qu'elles ne s'expriment dans les organisations et dans les sociétés dans lesquelles nous vivons. Et je crois qu'à cet égard, les chercheurs en gestion ont une responsabilité tout à fait imminente. S'ils acceptent ces trois points fondamentaux,
On veut rester chercheur, c'est-à-dire produire de la connaissance d'intention scientifique, donc de façon rigoureuse. On veut produire de la connaissance qui recherche des buts très clairement affichés, ce que j'appelle l'éthique affichée du chercheur, parce que des hommes ont faim. Ça ne revient pas au même de travailler parce que des hommes ont faim ou de travailler pour maximiser la valeur actionnariale, par exemple. Absolument. On a une parfaite liberté de choisir l'un plutôt que l'autre, encore faut-il le dire. Absolument. Et puis le troisième point, c'est parce que je m'inscris délibérément dans ce qu'on peut appeler le courant philosophique pragmatiste américain, c'est de fabriquer de la connaissance non pas parce qu'elle serait vraie, au sens d'une représentation fidèle d'une réalité figée, mais tout simplement parce que c'est une connaissance qui peut être utile à un certain nombre d'acteurs pour améliorer des situations que l'on a analysées préalablement. Charles Martinet, au nom de tous ceux qui regarderont cette vidéo, qu'ils soient engagés dans l'action ou engagés dans l'élaboration d'une thèse de doctorat, par exemple, un grand merci de leur avoir donné cette longue vue et cette perspective pour redonner aussi du sens à leurs actions. Merci Alain Charles Martinet.